Merci. D'abord, avant tout, je voudrais vous dire l'honneur et le plaisir que j'ai ressenti quand on m'a proposé de faire cet exposé. J'ai compris que dans les organisateurs, certains n'avaient pas oublié les liens. Vous savez, cette mémoire que les ordinateurs ont bien du mal à acquérir, qui est la mémoire des liens d'amitié. Les mythes et les rumeurs en transplantation sont une affaire. Il faut appuyer sur quoi? Flèche. Ce que je fais. Non. Ah, pardon. Là. Ah, un détail. Et nous allons d'abord nous efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel. Albert Camus disait ça. Qu'est-ce que c'est que ce mensonge universel? C'est une rumeur, c'est un conte, c'est une légende ou c'est un mythe? Il convient de clarifier la signification des mots entre conte, légende et mythe tout d'abord. Réglons tout de suite le problème des contes. Les contes sont des récits à transmission orale ou écrite, ils sont toujours imaginaires. Le réel n'est pas leur affaire. Ils commencent par « il était une fois » et ils évoluent dans le merveilleux qui n'a rien à voir avec le réel ou la vérité. Ils ne cherchent pas à démontrer. Ils ont toujours une charge émotionnelle forte, car ce qui compte, justement, c'est le frisson qu'on donne aux enfants en leur racontant, ou le frisson des 1001 nuits, quand on veut sauver sa vie. Et lorsqu'ils sont courts et conclus par une morale, les contes deviennent des fables. Les légendes, elles, sont écrites et sont faites pour être lues. Et elles prétendent partir de faits réels pour devenir volontiers des récits merveilleux, amplifiés, dont l'objectif est de valoriser un lieu, un être, un fait. Elles ont été très développées à partir du XVIe siècle en France pour favoriser le culte des saints et des rois. Mais les légendes sont des récits qui partent ou prétendent partir de faits réels qu'on ne peut jamais prouver pour devenir merveilleux. Les mythes, eux, en fait, sont des légendes qui ont réussi, car elles véhiculent une mémoire collective qui sont soutenues par des valeurs qui servent de référentiel. On les connaît, les mythes, souvent par leur exégèse, leurs commentaires, car ils sont toujours équivoques et soumis à tout cela. C'est pourquoi les mythes ne meurent jamais. Ils se transforment au fil des siècles. Par exemple, le mythe d'Œdipe, à votre gauche, vu par Sophocle, est fort différent du mythe d'Œdipe vu par Papa Freud, qui l'a réinterprété selon ses pensées personnelles. Donc les mythes sont des légendes qui ont réussi à travers les siècles. Et en transplantation, les mythes sont légendes, pourrait-on dire. Ils commencent depuis très longtemps, d'abord dans la mythologie égyptienne, où Osiris, le roi des dieux, inventeur de l'agriculture, un grand dieu, très puissant. Mais sombre histoire de famille chez Osiris. Osiris a un frère, Seth, qui le jalouse, car Seth a hérité du désert, alors qu'Osiris a hérité de vallées plus riches. Et Osiris est marié à sa sœur Isis, comme ça se faisait beaucoup chez les dieux égyptiens et les pharaons. Et Seth, jaloux d'Osiris,
décide de liquider son frère. Il commence par le noyer en le mettant dans un coffre qui dérive sur le Nil et qui va dans la mer Méditerranée, qui est finalement récupéré au Liban, ramené par sa sœur. Seth, s'apercevant que ce corps est intact, décide de le découper et la légende, le récit précise en 14 morceaux. Pas un de plus, pas un de moins. Mais Isis, qui aime son frère, reconstitue le corps et réalise ainsi la première autotransplantation de la mythologie. On retrouve aussi des greffes dans les mythes en Inde. Là aussi, sombre histoire de famille chez Shiva. Shiva est marié à Parvati, ils ont un fils, Ganesh, tout va bien. Shiva part méditer, revient, et Ganesh, son fils, lui interdit l'entrée dans la maison. Lui interdit l'entrée dans la maison car Parvati est en train de prendre son bain. Il n'est pas question qu'un homme rentre dans la maison quand une femme prend son bain. Shiva, qui rentre de méditation, est furieux et décapite son fils. On voit par là d'ailleurs que la méditation ne mène pas toujours à la sérénité. Parvati est furieuse. Ainsi, Shiva est pris de repentir, très important dans la mythologie, et promet de se racheter en greffant son fils avec la tête du premier bébé d'être vivant qu'il rencontrait. Et ce bébé est un éléphant. Ainsi, Ganesh se retrouve avec une tête d'éléphant et devient le dieu Ganesh, très célébré en Inde, réalisant ici la première xénotransplantation de l'histoire de la mythologie. Les Grecs ne sont pas en reste. Alors les Grecs, il y a Zeus, qui est le roi, effectivement, des dieux, et qui intègre le fœtus de Dionysos dans sa cuisse. En effet, la mère de Dionysos est décédée, Sémélé, et Zeus sait que Sémélé attend un enfant, et un enfant mâle, auquel il tient. Donc, il prélève le fœtus et le met dans sa cuisse. Ainsi, Dionysos sort de la cuisse de Jupiter et devient le dieu né 2 fois, Dionysos, réalisant ainsi dans la mythologie grecque la première greffe de tissu fœtal. D'ailleurs, Zeus avait déjà récidivé avec Athéna, qu'il avait mis dans son crâne, cette fois-ci, et qui était sortie de son crâne. On voit par là que les Grecs ne rechignent pas à la transplantation et ne rechignent pas non plus à la xénogreffe, puisque les Grecs ont fabriqué des xénogreffes homme-cheval avec le centaure, mais aussi des xénogreffes homme-taureau ou taureau-homme avec le minotaure. Et dans chacun de ce type de greffe, l'être qui ressort greffé devient un surhomme. La greffe rajoute quelque chose à la condition humaine. La chrétienté est beaucoup plus modeste et beaucoup plus humble. Il n'y a pas de monstre dans la chrétienté et on retrouve le mythe et la légende de Saint Côme et Saint Damien. Saint Côme et Saint Damien sont 2 frères jumeaux. Ils sont des excellents médecins, ils sont nés en Arabie. Et ils apprennent la médecine, ils sont aussi apothicaires, ils sont aussi chirurgiens, et ils partent exercer leur talent en Syrie, où ils se convertissent à la chrétienté et deviennent évidemment martyrs. On les torture pour qu'ils renient leur foi, qu'ils refusent, et deviennent des saints martyrs. Et puis leur légende survient 1000 ans après. En 1279, on raconte ce récit d'un bedeau d'une église de Rome qui se meurt dans son lit d'une jambe gangrénée. Il finit par s'endormir et rêve que Saint Côme et Saint Damien lui greffent la jambe d'un sarrasin qu'on voit en bas de la photo de gauche, à qui on a prélevé une jambe pour le greffer à ce bedeau qui se réveille avec une jambe guérie,
alors que le sarrasin qu'on vient d'enterrer se retrouve avec une jambe en moins. On voit là qu'il s'agit dans la chrétienté d'un miracle posthume et Saint Côme et Saint Damien, ses frères jumeaux guérisseurs anargir, ça veut dire qu'ils travaillaient sans prendre d'argent, gratuitement. Saint Côme et Saint Damien deviennent et restent en Europe les patrons, les saints patrons des chirurgiens, des médecins, des apothicaires et des barbiers, car tout ce qui tient quelque chose de coupant devient proche du chirurgien. Mais il existe aussi des mythes modernes, apparus notamment à partir du XIXe siècle, où le progrès et la science deviennent des mythes. On assiste là à une sacralisation de la science et du progrès, et on pense que la médecine bienveillante va sauver l'humanité et que la science n'arrêtera pas son progrès pour le bonheur universel. Cette mythologie appelle immédiatement quelques réponses. La première, c'est le roman de Mary Shelley qui s'appelle Frankenstein, qui raconte l'histoire de ce savant chirurgien illuminé qui réalise une greffe multiple et qui fabrique finalement un monstre qui mesure 2,43 m et qui devient un monstre de solitude et un serial killer. Beaucoup d'autres romans répondent à cet abus de science moderne et d'utopie de la médecine, cette utopie de la médecine qui nous arrange bien quand même, mais un autre roman comme Les Mains d'Orlac de Maurice Renard, paru en 1920, raconte l'histoire d'un pianiste qui perd ses mains et à qui on greffe des mains toutes neuves, mais ce sont les mains d'un criminel et le pianiste greffé devient un étrangleur. Donc vous voyez que les mythes continuent et avec leurs réponses. Et puis, plus récemment, au XXIe siècle, en 2018, réapparaît le mythe de la greffe de tête. Un neurochirurgien de Turin, Sergio Canavero, qui s'associe à des Chinois, affirme être en mesure de réaliser la première greffe de tête humaine. Il dit avoir greffé déjà des têtes de souris, des têtes de chiens, et pense pouvoir greffer une tête humaine. Et le bruit court qu'il a déjà réalisé cette greffe de tête humaine. En fait, probablement a-t-il anastomosé 2 carotides, une vertébrale et une trachée, et il met sur le tronc cérébral une substance à lui qui contient du polyéthylène-glycol et autre chose, et il pense régénérer les connexions nerveuses ainsi. Mais Sergio Canavero fait courir le bruit, fait la une des journaux, la rumeur est lancée, et cette rumeur que fait courir Sergio Canavero s'accompagne d'une demande de fonds, bien sûr, pour alimenter ses recherches, et s'accompagne aussi d'un candidat à la greffe, qui est un Russe atteint d'une maladie neurologique incurable, paralysé dans sa chaise roulante, et qui se déclare prêt à bénéficier de cette greffe de tête. On voit que le mythe et la mystification réapparaissent à travers cette rumeur accompagnée d'une demande de fonds. Clarifier la signification des mots, c'est clarifier aussi la signification d'une rumeur. La rumeur est une croyance collective par transmission d'une histoire à prétention de vérité et de révélation. Voilà la définition. Croyance collective, donc reçue par un groupe. La rumeur peut être spontanée, à transmission orale d'une histoire fantasmée. Elle peut être aussi volontaire, calculée. C'est la transmission des nouvelles fausses et c'est l'apparition de ce qu'on voit en ce moment en termes d'intox, de fausses nouvelles, de fake news dans la biosphère. Ces fausses nouvelles ou ces rumeurs volontaires peuvent être de la délation, peuvent être aussi de la propagande,
peuvent être quelquefois des canulars qui sont drôles quand ils sont révélés. Les canulars sont toujours courts. Il y a quelques années, en 2001, août 2001, j'ouvre la radio à 7 h du matin et j'entends une information qui me stupéfie. Première greffe de prostate en France, une première mondiale, à l'hôpital de Versailles. Et le journaliste ajoute un espoir pour les hommes impuissants, évidemment. Les bras m'en tombent, je prends mon petit déjeuner, information de 7h30, démenti de cette rumeur, qui était un gag d'interne qui avait passé une nuit blanche, peut-être un peu arrosée, et qui avait appelé l'agence France Presse pour faire couvrir cette rumeur qui a duré une demi-heure. Les rumeurs sont courtes, on les oublie. Les légendes sont plus longues, les mythes, eux, ne meurent pas. Et je vais vous raconter 3 histoires de rumeurs. La première se déroule en France. Vous savez, la France, ce pays modeste qui prône la raison et pense répandre la lumière de la vérité sur le monde. En France, nous sommes le 27 novembre 1768 à Lyon, deuxième ville de France. Et Lyon possède un collège oratorien qu'on voit sur la diapositive du bas, qui est devenu actuellement le lycée Ampère à Lyon. Ce collège oratorien a été confisqué aux jésuites pour des sombres histoires de mésentente et abrite une école de médecine. Nous sommes en 1768 en France, pays de Descartes, 100 ans après la publication du discours de la méthode. À 16 h, le collège des oratoriens, qui abrite cette école de médecine, est agressé par quelques centaines de personnes qui se sont rassemblées devant la porte, qui hurlent et qui menacent de défoncer la porte et de mettre à sac ce collège. La rumeur est que ce collège abrite un prince manchot et que chaque nuit on enlève un enfant auquel on prélève un bras pour l'essayer à ce prince manchot. Quelques minutes après, la porte est défoncée et à 17 h, le saccage du collège commence. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées. On trouve dans le collège des squelettes qui confirment qu'il y a bien un prince manchot et des prélèvements d'organes de bras là-bas. Et on trouve du linge ensanglanté dans le local de la concierge. On saura plus tard que la concierge avait ses règles. Mais tout ça apporte des preuves pour ce prince manchot. Et le collège est mis à sac. La troupe est appelée vers 22 h, début de la dispersion. Et après une intervention de la troupe, on dénote 6 morts, 25 blessés, 17 arrestations. Procès quelques semaines après, quelques personnes seront condamnées à mort. Non seulement ils ont mis à sac le collège et l'école de médecine, mais en plus, ils ont été volés des objets du culte, notamment des ciboires en or, ce qui est quelque chose de très mal supporté par la justice. Voilà une rumeur de 1768, vous me direz, il y a fait des siècles, on est bien loin de tout ça. Eh bien non. En 2013, nous sommes à Madagascar, à Nosy-Be, un site de vacances charmant, vous voyez sur la photo. 2 Français, le 3 octobre 2013, et un Malgache, sont lynchés puis brûlés par la foule. La rumeur circule à la suite d'un enfant retrouvé mort sur la plage, qu'on en prélève les enfants pour leur voler leurs organes. Évidemment, pour le bénéfice des riches occidentaux qui viennent prendre leurs vacances là-bas. Parmi les 2 Français, il y en avait un qui était en vacances, un qui était franco-hollandais et qui faisait partie d'un organisme non gouvernemental au service du développement malgache,
et le malgache chez qui ces gens-là habitaient. La troupe intervient, 26 arrestations, le procès a lieu 1 an après, où il y aura 4 condamnations à perpétuité pour cette rumeur qui a circulé dans nos IB il n'y a pas si longtemps. Analyse de ces rumeurs. Il s'agit là de 2 rumeurs spontanées à diffusion orale. La diffusion orale est un processus qui a été décrit en 1902, puis repris après la guerre dans les années 1947 et analysé par des psychologues qui ont pris une cohorte de gens pour lesquels on raconte une histoire contenant 100 mots-clés essentiels. Et quand on étudie la transmission de cette histoire selon les gens, à la 3e transmission, il y a plus que 70% des faits qui sont révélés, et à partir de la 5e, il n'y en a plus que 30%. On assiste là à la transmission d'une histoire avec un phénomène de réduction. On réduit le nombre d'informations, un phénomène, comme d'habitude je me suis trompé, un phénomène d'accentuation. On retient certains détails aux dépens d'autres pour conforter l'histoire qu'on se construit, car on a assimilé la première histoire pour en fabriquer une déformée dans un style paranoïde, comme vous voyez là sur cette transmission assez simple d'une histoire finalement assez banale. Le style paranoïde utilisé, nous en reparlerons un peu plus tard. Diffusion orale d'une histoire. Cette 3e histoire n'est pas l'histoire d'une diffusion orale, mais d'une diffusion mondiale. Marie-Monique Robin est une journaliste d'investigation qui part en 1992 enquêter en Afrique du Sud, car il existe là-bas des exactions sur les enfants, et on suspecte un certain nombre d'enfants ayant disparu et peut-être des enfants donnés pour adoption pour lesquels les conditions d'adoption ne seraient pas tout à fait réglementaires. Marie-Monique Robin va enquêter là-bas pendant 1 an et revient avec un premier film qui s'intitule Voleur d'organes, qui fait 52 minutes et qui est diffusé de façon très confidentielle sur la chaîne Planète Câble, et qui raconte des histoires d'enfants disparaissants, avec la rumeur que ces enfants disparaissent parce qu'on leur prélève les organes pour greffer évidemment de riches Américains. En 1995, un nouveau film, à partir du premier, apparaît avec un film plus court, 40 minutes, intitulé Voleur Dieu, avec une diffusion très importante, puisque ce film passe sur M6 dans une émission très célèbre qui s'appelle Zone Interdite et qui est vue par 3 millions de spectateurs. Et ce film, qui est très bien fait, obtient le prix Albert Londres, qui récompense chaque année le meilleur reportage. Et la diffusion et le succès est tel que l'OMS et l'ONU voient ce film qui dénonce un scandale. En effet, à la suite de la diffusion de ce film, apparaît le scandale, la polémique sur l'affaire Jason. Qu'en est-il? Jason est un petit enfant de 11 ans qui, dans le film, est montré aveugle et jouant de la flûte dans les rues pour gagner sa vie. Et cet enfant est présenté par sa mère comme une victime. On lui a volé ses yeux lors d'une hospitalisation quand il avait 11 mois pour une maladie infectieuse. Il a été hospitalisé, il est ressorti sans yeux. Et la mère affirme qu'on lui a volé ses yeux pour des greffes et qu'évidemment, elle ne peut pas parler à visage découvert, car si elle révèle ceci, elle est menacée. Et
ce fait déclenche une enquête. Le film a un tel succès que l'ambassadeur à Paris prévient les autorités colombiennes qui demandent une enquête. Et l'ONU, qui a vu ce film, l'OMS aussi, déclenche une enquête internationale. Finalement, cet enfant Jason est transporté en France pour une expertise auprès des professeurs de l'Hôtel Dieu et qui disent cet enfant a ses yeux, mais il a été victime d'une kératite bilatérale sévère d'origine infectieuse qu'on appelle une fonte purulente de l'œil, qu'il a perdu ses yeux à cause de cela. Et que cette enquête qui révèle ça, dénonce la rumeur et la supercherie. Et cette enquête va plus loin puisqu'elle déclenche un procès. On suspend le prix Albert Londres à la journaliste et la clinique de Bogota, qui avait été impliquée dans cette affaire, déclenche un procès en diffamation. Et ce procès a lieu 1 an après. Nous sommes en 1996 au tribunal de grande instance de Paris. La défense de la journaliste demande une contre-expertise auprès de 8 experts, auprès des tribunaux. Et les 8 experts critiquent le premier rapport, qui n'est pas fait effectivement dans les normes et avec les termes d'un rapport d'expertise juridique. Et met en doute le diagnostic et dit quelque chose qui paraît très évident. Comment voulez-vous poser un diagnostic 10 ans après les faits? Ceci pose problème et laisse planer un doute. Et le doute profite toujours à la rumeur. Et ainsi, les conclusions du jugement, c'est qu'il y a une absence d'intention frauduleuse de la réalisatrice, ce qui est sûrement vrai, bénéfice du doute, et que l'action en diffamation est déboutée, le film reste dans le commerce et le prix Albert Londres est finalement confirmé auprès de la journaliste qui n'a jamais émis le moindre doute sur son enquête et qui n'a jamais dit « je me suis trompé, excusez-moi, le reste du film est peut-être bon, mais ce fait-là est une erreur ». Voilà comment une rumeur devient mondiale. Il s'agit là d'une rumeur à diffusion rapide. En effet, le mélange du vrai et du faux est bien plus toxique que le faux pur. Facile quand tout est faux. Mais quand il y a un peu de vrai dans le faux, ça devient beaucoup plus compliqué. Et la diffusion d'une telle rumeur commence toujours par un petit groupe. D'abord, la mère et ses amis à Bogota, puis relais, et les processus de relais sont devenus très importants puisque ce sont maintenant les médias qui sont les relais et qui peuvent permettre une diffusion exponentielle de la rumeur. Et l'objectif est même la viralité d'une rumeur, c'est-à-dire une pandémie de rumeurs. Il faut donc faire très attention aux relais qui prennent actuellement beaucoup d'importance, et c'est bien cela qui se développe actuellement avec les méthodes modernes de communication. Et le mode de diffusion de ce style de rumeur est toujours paranoïde, avec 4 principes. Premier principe, rien n'arrive par accident. Il y a toujours quelque chose derrière qui. Deuxième principe, ce qui arrive est les résultats d'intention et de volonté cachée. Troisième principe, rien n'est tel qu'il paraît être. Et dernier principe, tout est lié et de façon occulte. C'est comme ça qu'on arrive à, non pas la théorie du complot, mais la rumeur du complot, qui est le terme le plus exact. Alors si la rumeur diffuse de plus en plus vite et de plus en plus fort avec les moyens modernes de communication, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des processus d'adhésion. Pourquoi adhère-t-on aux rumeurs? Parce que nous sélectionnons les informations par un système qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs,
sont des termes qui ont été introduits par des économistes dans les années 70, quand les économistes se sont aperçus que l'homo economicus ne fonctionnait pas comme prévu, c'est-à-dire dans l'intérêt bien compris. On pensait ça, le marché fonctionnait dans l'intérêt de chacun bien compris. Eh bien, pas du tout. C'est oublier la passion, c'est oublier les attitudes imprévisibles. Ainsi, les économistes se sont penchés sur la question et ont commencé à étudier l'économie comportementale. Alors, des biais cognitifs, si on regarde la définition, ce sont les processus de distorsion que subit l'information en entrant dans le système cognitif et qui fait dévier de la décision rationnelle. On en trouve plein des biais cognitifs. Quand on regarde sur Internet, il y en a à peu près 200 de répertoriés. Ils sont sensitifs au moteur, attentionnels, mnésiques, émotionnels, il y en a plein, il y en a toute une liste, et chacun d'eux fait l'objet de publications, d'une étude très soigneuse de l'économie comportementale, dans le but de les analyser et de les utiliser pour que l'économie comportementale soit bien comprise. Et ce sont ces biais cognitifs que les algorithmes cherchent à cerner pour mieux orienter nos choix, notamment nos choix d'achat, bien sûr. Les biais cognitifs donnent la priorisation des éléments qui confortent nos croyances. Les biais cognitifs sélectionnent, en cas de plusieurs options, les cases précochées qui sont préférées. Et je vais vous donner un exemple qui est l'exemple du consentement présumé pour les organes. Les biais cognitifs sont très utilisés pour ce qu'on appelle les nudges. Les nudges, c'est des coups de coude en anglais, en fait, on appelle ça des coups de pouce. Et très utilisés pour la propagande, et peuvent être très utilisés pour la bonne cause. On utilise ça pour promouvoir l'hygiène, promouvoir les vaccins, promouvoir tout un certain nombre de choses qui sont bienfaisantes pour l'humanité. Un exemple sur le consentement présumé du don d'organes d'une enquête de 2017. On a choisi plusieurs pays avec une enquête d'opinion où on avait deux manières de répondre. Dans les premiers pays, il fallait cocher la case si on est d'accord pour entrer dans un programme de prélèvement d'organes. C'est donc un acte volontaire, c'est le consentement explicite. Dans les deuxièmes pays, on coche la case, tout le monde est d'accord a priori pour rentrer dans un programme de prélèvement d'organes, et il faut décocher la case pour être rayé de la liste. C'est ce qu'on appelle le consentement présumé. Eh bien, les résultats de l'enquête sont les suivants. Dans les pays à consentement présumé, la majeure partie des gens sont favorables au prélèvement d'organes. Dans les pays où il faut cocher pour rentrer dans un programme, on se méfie, et les résultats sont beaucoup plus aléatoires. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs du consentement. Très utilisés sur Internet, quand vous avez des formulaires à remplir, très souvent, il y a des cases précochées, et pour les enlever, c'est quelquefois toute une affaire, on n'ose pas les enlever. Comment se défendre contre tous ces phénomènes de rumeurs? D'abord, il y a les faits. Les faits qui rendent les récits invraisemblables. D'abord, il y a des contraintes techniques. On ne prélève pas des organes sur une table de cuisine ou dans une cave. Si on prélève des organes, c'est pour les greffer dans des bonnes conditions. Donc, il faut des contraintes techniques de prélèvement, de conservation et de réalisation de ces interventions. Donc, il n'y a pas besoin de faire du trafic puisqu'il y a un commerce qui existe de façon tout à fait légale dans beaucoup de pays du monde où on peut vendre un organe de façon officielle et même encourager
dans des conditions tout à fait normales. Deuxièmement, l'absence de preuves. L'absence de preuves, c'est difficile, parce que l'absence de preuves peut encourager la rumeur. On cache les preuves, il n'y a pas de preuves, mais c'est parce qu'elles sont... Non, non, c'est encore pire. Et puis les démentis des cas allégués, et ce qui est très important, c'est l'unanimité contre la post-vérité. Dans un groupe, lorsque un problème est mis en doute, s'il y a l'unanimité vis-à-vis de ce problème, la personne qui écoute va entendre cette unanimité. S'il y a confusion dans le groupe et mise en doute du fait, la personne qui écoute va bénéficier du doute et la dénonciation de la rumeur ne sera pas entendue. Donc l'unanimité est très importante. Et puis, il y a des sites qui cherchent à rétablir les faits. En voici quelques-uns qui sont connus, qui sont soutenus par un certain nombre de journaux. Et je vous ai signalé tout en bas un site qui m'a paru très sympathique, qui s'appelle La Tronche en Biais, et qui démonte point par point toutes les rumeurs qui circulent sur Internet, notamment en médecine. Et j'ai trouvé ce site très sympathique et très intéressant. Et puis, il faut en revenir à René. René Descartes, qui rappelle ces 4 principes. Premier principe, l'évidence. Ne recevoir aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment comme telle. Beau principe. Deuxième principe de Descartes, l'analyse. Il convient de diviser chacune des difficultés pour les analyser. Si je divise les faits de la rumeur, chacun des détails, je pourrai mieux les analyser que si je prends tout dans la globalité. Troisième principe, la synthèse. Il faut conduire par ordre les pensées du plus simple au plus complexe. Facile à dire, plus difficile à faire. Enfin, dernier principe de Descartes, le dénombrement. Il faut faire des dénombrements et des revues générales pour ne rien omettre. Pas facile non plus à faire. Donc il est difficile de se défendre des rumeurs, mais il faut pour cela garder la tête froide. Tiens, ça ne marche plus. C'est que j'ai dépassé le temps ou c'est... Non. C'est pas pour... On va essayer comme ça? Non. Qu'est-ce qui bloque? De temps en temps? Est-ce que quelqu'un peut... Ah, je mets échappe. Et tu reviens après, ouais, escape, et puis... Et puis là... Ah, ça marche. Voilà. Merci. La conclusion, les faits ne pénètrent pas le monde où vivent nos croyances, disait Marcel Proust. La complexité du monde n'est pas nouvelle. C'est son évidence qui nous apparaît chaque jour du fait de la diffusion, de la perception que nous avons. Ainsi, la rumeur du monde peut nous apparaître maintenant comme une véritable confusion de blabla. Face à cela, nous intégrons avec nos choix cognitifs un certain nombre d'informations. Les choix cognitifs ne sont pas nouveaux non plus, nous en avons tous et nous avons besoin d'eux. Le problème est que les choix cognitifs soutenus par des valeurs structurantes risquent de plus en plus d'être guidés par des marchands ou des gens qui analysent ces phénomènes de près pour formater nos têtes. Loin de toi
disait Nietzsche, loin de toi se fait la mondialisation de ton âme. Voilà bien ce qui nous menace. Et face à cela, peut-être avons-nous toujours besoin de mythes pour charpenter nos convictions. Et finalement, face à cela, la meilleure attitude de l'homme serait la pensée. La pensée que l'intelligence artificielle ne pourra pas nous prendre. L'intelligence artificielle, qui n'est qu'une logique artificielle rapide, ne pourra pas nous éviter cette attitude purement humaine qui nous permettra de triompher de la duperie qui est la pensée. Et c'est sur cet éloge de la pensée que je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, professeur François Bel, pour ce magnifique voyage. Vous nous avez fait voyager de façon poétique entre mythe et réalité. Je pense que la conférence n'est pas ouverte à la discussion et on vous remercie pour ce magnifique voyage. Merci.